Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 6388, votre podcast qui vous parle de création de jeux de société. Je suis Zéphiriel et bien sûr pour animer cette émission je suis accompagné du fabuleux Théo Rivière. Bonjour Théo. Bonjour Zéphiriel, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien, belle journée dans un festival assez connu à Essen. Incroyable contexte pour enregistrer un 6388 en se voyant avec des vrais gens, c'est fou. Tout est fou autour de cette émission. On a le plaisir, le bonheur et le privilège de recevoir deux personnes aujourd'hui. Wow. Dans un premier temps, nous avons Laurent Contio, bonjour. Bonjour. Et JB Ramazani. Ramassami. Je l'ai dit, j'avais fait je suis vrai. 9 sur 10, pas mal. Messieurs, bonjour à vous. Merci d'avoir accepté d'être dans cette émission. Vous travaillez tous les deux chez Ravensburger, notamment plus. Alors, c'est quoi le studio Lorcana ? Est-ce qu'on dit est-ce que c'est la section Lorcana ? Comment on présente ça ? Alors, au sein de Ravensburger, il y a le département, la catégorie jeux, dans lequel il y a le jeu de société, les jeux familiaux et l'Orcana. D'accord. Et l'Orcana est donc une sous-catégorie de la catégorie jeux. D'accord. Et vous êtes respectivement à quel poste donc chez Ravensburger ? Alors, pour ma part, je suis responsable éditorial et chef de produit pour la partie jeux de société. Responsable éditorial, ça signifie quoi exactement ? En fait, je manage les chefs de projet et puis je veille à la ligne éditoriale de la France. Donc, je vais regarder qu'est-ce qu'on localise venant de l'Allemagne, des US, par exemple. Je vérifie que ça rentre bien dans ce qu'on a comme plan sur le moyen long terme, etc., etc. Ok. Et toi, Laurent ? Donc moi, je suis le brand manager. Tu le dis bien. Donc le responsable de la marque Lorcana pour la France. Okay. Donc mes missions, c'est de m'assurer que Lorcana, que le lancement de Lorcana en France se passe bien, que ce soit au niveau distribution, au niveau marketing, au niveau localisation, avec l'aide de Jean-Baptiste et d'une personne dans notre équipe qui s'appelle Florian. Coucou à lui. Et avec qui on travaille donc sur toute la partie localisation, en plus de toute la partie commercial, marketing. Et tu parles de la France, donc il y a un Laurent brand manager côté US ou côté Allemagne, tu as des homologues Alors les organisations peuvent être légèrement différentes d'un pays à un autre, mais en gros oui. Ok. Pour passer sur le côté déjà perso, c'est-à-dire vous en tant que personne, ça fait combien de temps que vous travaillez respectivement chez Ravensburger ? Laurent ? Alors moi ça fera 1 an le 1er décembre. D'accord. Ah ouais. Oui. Déjà. Ouais, je suis arrivé, ça paraît tellement... je suis arrivé pour l'Orcana, donc légèrement après l'annonce du jeu à l'expo de D23 l'année dernière. Ouais. Et je travaille à 100% sur l'Orcana. D'accord. T'as été débauché ou ou c'est toi qui es allé chercher ? C'est moi qui suis allé chercher. Donc quand l'annonce a été faite, je me suis dit tiens, c'est un projet quand même très cool. Tu m'étonnes. Et quelques jours après est parue une annonce pour ce poste. Donc j'y ai répondu parce que je trouvais vraiment le projet vraiment vraiment excellent et très excitant évidemment. Et puis quelques semaines après, 1er décembre, j'ai rejoint l'équipe. Et tu faisais déjà ce métier-là chez Libellud avant ça ? Alors pas exactement, non. Chez Libellud, j'étais directeur marketing du studio. Ok, d'accord. Voilà. On peut en parler parce que c'est assez rigolo en termes de timing. Il y avait... Donc Libellud a sorti il y a quelques semaines maintenant au moment où on enregistre Dixit Disney. Oui. J'imagine que tu étais déjà chez Libellud au moment où le projet, parce que c'est un projet qui a été très long en termes de développement. Oui. Donc c'était assez rigolo de se dire que tu étais déjà côté Disney chez Libellud à ce moment-là. Exactement. Et que tu es reparti côté Disney derrière. T'as une fibre Disney dans l'absolu, c'est une licence que tu aimes beaucoup ou alors oui, c'est le hasard aussi Non, non, il n'y a pas de hasard. C'est une licence que j'aime beaucoup. Ouais. Chez Libellud, ça faisait un moment qu'on parlait du projet Dixit Disney. C'était un projet qui était né même il y a très longtemps, qui était mis en pause parce que trop compliqué à gérer. Puis quand Libellud s'est un petit peu étendu et que je suis arrivé, que ça a permis de détendre un petit peu les différents postes, on s'est relancé sur ce projet avec Mathieu et le directeur du studio Libellud. Et même Régis avant son départ. Et donc voilà, donc c'est un projet dont on a parlé la première fois fin 2019 et qui sort donc en septembre 2023. Donc c'est effectivement un projet sur lequel j'ai beaucoup travaillé
Et c'est l'acquaintance avec Disney qui fait le lien, oui. Ouais. Oui, d'accord, mais du coup, est-ce que pour l'embauche vers Ravensburger pour l'Orcana, est-ce que ça joue le fait que toi t'aies déjà bossé sur Disney ou pas du tout? Alors pas du tout, puisque je ne l'ai pas annoncé. je savais pas. Parce que le jeu était encore confidentiel. Oh, trop bien. Voilà. Ah, ok, trop cool. Et il nous l'a dit quand ça a été annoncé officiellement en fait. Voilà. Donc, Ah, trop il a marrant. Vraiment joué le coup, on ne le savait pas du tout. Ok, d'accord. Secret jusqu'au bout. Voilà. Et ce qui veut aussi dire que t'avais cette corde en plus à ton arc, mais t'en as même pas eu besoin pour te faire engager. C'est fou, quoi. Donc, bravo. Merci. Et toi, JB, ça fait combien de temps que tu bosses sur Ravensburger? Moi, ça fait 10 ans maintenant. Waouh. Ça me fait Ça très se pose. bizarre de me dire que ça y est, je suis déjà un ancien, je fais un petit peu partie des meubles. Et en fait, je m'en suis pas trop rendu compte parce que c'est passé à une vitesse assez folle. D'accord. En fait, à la base, moi, j'étais pas du tout là-dedans. Je sors de la finance, de la gestion, de la comptabilité. Donc, j'étais en train de faire... j'étais en train de devenir commissaire aux comptes, en fait. Ça fait plaisir. Mais c'est une passion que j'ai depuis toujours, depuis tout petit. Et en fait, c'est de la passion qui est venu le métier parce que à ce moment-là, c'était en 2013, si je dis pas de bêtises, Ravensburger cherchait quelqu'un pour la France parce qu'il n'y avait pas de chef de projet en France. D'accord. Et puis du coup, c'est venu spontanément et moi j'étais en CDI du coup dans un cabinet et j'ai tout plaqué pour me lancer dans l'aventure. Putain, le saut de l'ange, quoi. Franchement, c'est fou. Avec là aussi une corde à ton arc qui est impressionnante, mais c'est que tu parles plutôt très bien allemand. Ce qui t'a aidé sur le... En tout cas, moi j'ai fait des rendez-vous avec toi où on était avec tes homologues allemands et à chaque fois, vous pouvez parler, vous pouvez échanger, ce qui est quand même un truc qui doit aider puisque Ravensburger est quand même une boîte allemande au départ. Alors en fait, Ravensburger a énormément changé en 10 ans. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était très vrai au début. Je parle un allemand tout à fait basique. Hein. Moi je suis impressionné à chaque fois quand même. Mais... je suis impressionnable. Non, je vais pas pouvoir me lancer dans une conversation politique très pointue, etc. Mais dans des conversations très simples, à l'hôtel, au restaurant, etc., je m'en sors. Donc pour ça, il n'y a pas trop de problème. Et en fait, au début, effectivement, il y avait très peu d'étrangers. Des non-germanophones dans les équipes et je me retrouvais parfois quand on avait des workshops de 2 jours à être le seul non-germanophone avec tous les Allemands qui parlaient pendant 2 jours des dizaines et dizaines de jeux qu'on voyait à la section et c'était pas quelque chose de toujours très évident parce que forcément à la fin t'as la tête qui bourdonne et en fait en 10 ans on s'est internationalisé mais à une vitesse grand V. Ça a commencé doucement avec un peu plus de Français qui étaient dans la boucle des décisions, des sélections, etc. Et puis, si je dis pas de bêtises, c'était en 2015 ou 2016, on avait racheté Wonderforge, qui était du coup une entreprise américaine qui faisait beaucoup de jeux à licence, pour ainsi dire exclusivement ça, et qui avait un très bon contact avec Disney. Et Wonderforge a grandi pour devenir Ravensburger North America. Et au fur et à mesure, il y a de plus en plus d'idées qui sont venues de ce côté-là, et aux Allemands, aux Français sont ajoutés des Américains. Puis à côté de ça, l'Italie, l'Espagne a grandi un petit peu plus, donc on a eu aussi un chef de projet en Italie, et puis on a eu on a grandi aussi en Europe de l'Est, etc. Et je pense que ça a atteint son apogée, son tournant au moment du Covid, parce que quand j'ai commencé, quand tu voulais discuter avec un Allemand, tu prenais le téléphone. Et en fait c'est bizarre parce qu'en fait ça fait pas si longtemps que ça, mais maintenant on s'est complètement digitalisé. Ouais. On a l'habitude de faire nos rendez-vous par Teams, par visio, d'avoir des small talks assez facilement à l'écrit, ce qui n'était pas forcément évident avant, parce qu'en fait Ravensburger France c'est 3h30 de route à peu près de Ravensbourg, et à l'époque il fallait se déplacer. J'avais mon petit bureau à Ravensbourg et tous les mois je prenais ma voiture et je faisais le trajet là-bas. D'accord. Et on a grandi et du coup maintenant la direction de la partie jeu est un petit peu changée parce que le chef de catégorie jeu n'est plus en Allemagne mais est à Ravensburger North America, qui a pris énormément d'importance et qui a l'idée et qui a changé un petit peu toute notre ligne éditoriale. On l'a vu notamment avec toute la gamme Villainous.
Donc qui a Ok, marqué- t'as un gros boost pour Ravensburger pour revenir dans le jeu de société, j'ai l'impression. mais, Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand moi je suis arrivé, toute la communication avec les acteurs ludiques était complètement coupée. Ouais. On avait quelqu'un qui était très longtemps avant moi qui s'occupait de ça, et puis je sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'était pas une personne dont c'était le métier principal. Et du coup, quand je suis arrivé, il a fallu reprendre contact et avec les acteurs ludiques et avec les auteurs, etc. Et c'était un boulot qui était assez immense parce qu'on était vu comme une entreprise qui était très mass market, ce qui Ouais, était bien sûr. Mass plutôt Market, vrai à Puzzle, l'époque. effectivement, c'était. Oui, alors que en fait, ça fait maintenant, depuis fin des années 2020, milieu des années 2020, où on s'est ouvert à une autre ligne éditoriale. Ouais. On a référencé de plus en plus de jeux qui venaient d'Allemagne et d'US, mais qui n'étaient pas en fait calibrés au circuit qu'on faisait avant. Et ce qui fait que au fur et à mesure, on a un peu tourné. Donc ça n'empêche pas de continuer à faire des choses qui sont mass market. et Oui, gagner ça, en ça, position. ça élargit l'éventail un peu plus, mais effectivement, moi je me souviens de la première année où on a vu Villainous au Fige. J'étais en mode Ravensburger fait des jeux en fait, ils font pas que du puzzle. Ok, d'accord. Et ça a été une petite borne de dire ok, en plus c'est du Disney, donc il y a une côté licence et ainsi de suite. Et ça s'est vu derrière, il y a beaucoup de choses de la licence qui sont revenues sur le marché de par Ravensburger. Et Villainous, il y a un lien intéressant avec l'Arcana parce qu'en fait, c'était déjà dû à toute la relation qu'il y avait entre Wonderforge, donc du coup, qui précédait Ravensburger North America, et les relations qu'ils avaient avec Disney où ils travaillaient énormément ensemble. Et ils ont continué dans cette ligne-là. Et quand du coup Prospero leur a proposé ce concept-là, ils avaient déjà tout pour proposer aux licencieurs. D'accord. En fait, c'est assez intéressant de voir comment les États-Unis fonctionnent par rapport à l'Europe. En fait, en Europe, nous, on voit à peu près, on a dépassé la barre des 5000 proto-années. Donc, on voit énormément de concepts et on part de manière classique d'un jeu d'une mécanique de jeu pour faire un jeu. Alors qu'aux États-Unis, c'est différent et la plupart des éditeurs là-bas fonctionnent comme ça. Ils récupèrent les droits sur une licence et après, ils cherchent un jeu. Je cherche un jeu qui va avec. Ok. Passons sur l'Orcana, donc sur le jeu directement. Quand est-ce que le principe de l'Orcana, c'est-à-dire vraiment, parce que l'annonce est faite l'année dernière, je dis pas quand c'est en novembre du coup, novembre de l'année dernière. Fin août. Fin août. Toute fin août, l'expo des 23. D'accord. Et du coup, c'est annoncé là, mais c'est déjà dans les bagages depuis combien de temps à ce moment-là? Pour le coup, Jean-Baptiste Alors, fait de l'archéologie. Oh, t'as préparé? Non, j'ai pas préparé. Tu le sais. Je me souviens, j'étais là. Il était dedans. J'ai dû jouer à l'Orcana la première fois en 2020 et je sais pas exactement quand s'est déroulée cette réunion, mais il y a eu une réunion entre Philippe Franqueux et Disney. Ils font des points réguliers où ils se rencontrent et ils essayent de voir comment grandir ensemble. Et en fait, Philippe Franqueux, c'est du coup notre head of catégorie pour le game, et c'est quelqu'un qui est très au courant des capacités de son équipe. Donc c'est quelqu'un qui va prendre énormément de temps pour discuter avec tout le monde, y compris le chef de projet, l'assistant éditorial. Et il s'est rendu compte que on avait en interne plus d'une centaine d'années cumulées, en prenant toutes les personnes, d'expérience dans le TCG. D'accord. Et En perso, c'est-à-dire les gens jouaient à des TCG directement, connaissaient déjà. non, on a des anciens de Wizards of the Coast. Ah oui, d'accord, en etc. termes d'expérience professionnelle Oui. pure. Okay, Oui, exactement. Et du coup, dans l'arbre des possibilités, les brainstorming internes et tout, etc. Et il dit, mais pourquoi pas un TCG Disney, enfin le TCG dont rêverait tout grand fan de Disney. D'accord, donc 2020, déjà pas mal. Ok. Ouais. Alors je sais pas si c'était 2020 ou avant. Oui, non, mais ça etc. doit pas être truc. Et tout est C'était parti. c'était pas il y a 20 ans. C'était juste avant le Covid, en tout début 2020. Ok, d'accord. Et du coup, donc vous commencez à bosser là-dessus. C'est Ravensburger Allemagne qui bosse dessus. Du coup, c'est qui exactement? C'est quel studio? Non, en fait, C'est c'est un studio. Ravensburger North America qui North a America. développé en interne un petit projet qui avait un petit nom de code et tout, etc. Donc il n'y avait pas de Disney, rien du tout dedans. C'est quoi le nom de Et code? Je sais pas si on a le droit de le dire. Tu pourras nous le dire en off plus tard? Voilà. Ok, d'accord. Mais oui, maintenant on travaille pas mal comme ça. Quand on a des projets secrets un peu sensibles, Oui, pour normal, éviter normal. que Ce que tout le monde fait. hein. voilà, pour éviter que Même le mot si- Disney ou TCG ressorte, on a des noms de code. Nous, on n'est pas très bon chez Kaedama quand on a bossé sur les Schtroumpfs, donc qui arrive là cette fin d'année. J'étais arrivé à Étourville et le projet était secret. J'avais des boîtes avec écrit projet S en bleu. Et les copains étaient genre, mec, c'est un peu grillé là. J'étais genre, oui, projet peut-être Smurf. c'est vrai quoi. Mais notamment, c'est Wizard qui sur Magic a toujours un nom de code sur les extensions, même si c'est un peu moins
sensible parce qu'il n'y a pas d'IP, pas de licence derrière. Mais c'est assez rigolo de voir quand il les annonce de ah bah là, on a projet Piece of Cake et projet Crocodile. Et puis des années plus tard, on apprend que Crocodile c'était un retour à Ixalan ou des trucs de cet acabit. Et j'aime bien, c'est rigolo, ça rajoute un peu de mystère sur tout ça. Et pour vous, ça évite de faire des boulettes de. C'est exactement ça. En fait, on est simplement humain et en fait, on prend le pli d'appeler le projet par son nom de projet et ça évite de faire des boulettes. Ok. C'est bien. Ok, donc du coup 2020, ça démarre. Quand est-ce que le Disney se joint au projet ? Est-ce que c'est on commence le TCG et du coup il faut un univers qui se cale dessus, ou est-ce que Disney apparaît comme une évidence à ce moment-là ? Non, c'est vraiment des discussions à Disney et c'était direct. l'idée, c'était vraiment de designer un TCG Disney dès le début. Ok. Ouais, ce qui est un des points forts, on parlera un peu de game design et du gameplay de l'Orcana, mais moi j'ai pas beaucoup joué, mais j'ai eu l'occasion de faire un draft, ce qui m'a permis de voir bien les mécaniques de jeu, et un des trucs que je trouve vraiment très chouette et qui est impressionnant, c'est que c'est un jeu Disney en fait. Il n'y a pas de doute mécaniquement, notamment moi c'est la mécanique de chant que je trouve merveilleuse, c'est pas un spell normal, je fais chanter mes personnages, il y a des capacités qui sont liées à ça, et je trouve que ça se sent qu'il y a un travail de commande derrière et que ça a été Disney très rapidement, parce que ça n'a pas ce côté des fois qui est un peu désagréable sur les jeux de licence, de se dire oui mais en fait c'est Disney, ça pourrait être Pokémon, ça marcherait tout pareil. Non, là clairement c'est un jeu Disney qui est un jeu Disney quoi. Et en fait ça se ressent dans la création de chaque carte. C'est-à-dire que Ryan Miller et Steve, quand ils travaillent sur les 1-set, ils réfléchissent le set de manière globale, et sur chaque carte, au lieu de prendre une fonction et de l'attribuer à une carte, ils réfléchissent voilà, ce personnage dans tel univers, dans tel film, il fait ça, est-ce qu'on le prend tel qu'il existe dans tel film, et puis du coup on essaye de créer quelque chose qui est en lien, ou est-ce qu'on va même plus loin et on va faire ce qu'on appelle du coup un Dreamborn ou un Floatborn, et on se dit what if. Ouais, complètement. J'ai beaucoup de questions là-dessus, mais je sens que je suis en mode attention, il faut que je me calme. Alors juste parce que comme ça on fait un point de moi j'ai pas beaucoup joué à l'Orcana, toi tu as beaucoup joué à l'Orcana. Moi je suis très en fait pour dire le truc, c'est quand j'ai vu l'annonce donc de la D23, j'ai dit un stand-by, c'est le jeu que j'attends pour 2023. Il y avait aucun doute là-dessus. Disney, ça coche toutes les cases. TCG, ça coche toutes les cases. Et alors j'ai plus les noms en tête, mais de mémoire quand j'en parlais avec des potes l'année dernière, on me disait non mais il y a des mecs de chez Magic qui bossent quand même dessus et tout, il y a quand même pas mal de monde, et moi j'étais en totale confiance faut juste pas qu'ils foirent le truc, dans le sens qu'ils fassent un TCG lambda avec l'univers Disney collé dessus quoi. Et plus on a vu les spoilers arriver du truc, plus j'étais en mode putain ça va défoncer en fait. Je voyais la qualité des cartes, la qualité des illustrations, j'étais en mode putain ils font des illustrations qui sont bullsy pour moi, de Hadès sur le trône de l'Olympe, des trucs qui pour Disney, remettons les choses en contexte, je trouvais ça fort dans le sens ils osent mettre un peu à mal leur univers, alors que Disney est, enfin vous allez me confirmer ou pas, mais assez pointilleux sur leur IP en disant non, Mickey son oreille elle fait tête diamètre et ça n'est pas plus et pas moins, et je pense que voilà, donc du coup je trouvais ça assez fort de passer des limites pour eux là-dessus, et moi ça m'excitait assez fort. Donc j'entendais son excitation. Ouais, globalement désolé, c'est bien que tu la retiens, quoi, mais c'est bien que tu la transmettes. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on en dit ? Donc, le D23 s'est lancé. Comment, toi, Laurent, quand tu arrives là-dedans, il en est où le projet pour toi ? Quand j'arrive là-dedans, il y avait déjà eu un certain nombre de missions qui avaient été accomplies pour le premier set, des missions notamment de prévision, de se dire ok, on a besoin pour l'outil industriel de se dire de dimensionner le marché. Alors c'est un exercice éminemment compliqué parce que savoir voilà combien de display boosters, combien de starters, etc. on a besoin de produire, combien on pourra en vendre pour quelle taille représentait ce marché. C'est un exercice qui est extrêmement difficile et impossible, voire impossible, mais on est obligé de le faire, forcément. Comment tu bases ça ? Tu regardes le nombre de ventes de Magic sur une année ? Tu regardes quoi exactement ? Oui, pour le coup, alors là, c'est Jean-Baptiste qui a fait l'exercice avant que j'arrive, pour les premières projections de volume, mais effectivement on part avec tout ce qu'on peut trouver, donc les données marché sur les autres jeux de cartes à collectionner, comment ça se passe, quel volume, alors on n'a pas toutes les infos, donc on est obligé en plus de gratter, de jongler avec des demi, des quarts d'infos pour arriver à se faire une idée un petit peu de ce que ça représente.
Mais il n'y a pas le choix. Enfin, il faut faire, d'un point de vue industriel, bien sûr, on n'a bien sûr. pas le choix. Il faut dire, on pense que ça va être tel volume. Au fur et à mesure, et comment ça va évoluer. Et quel volume est décidé à ce moment-là si on peut en parler, je sais pas si c'est... Non. Alors non, D'accord, ok, non, on non, pourra je- pas parler de volume, mais en tout cas, les volumes qui avaient été indiqués à ce moment-là ont été supérieurs à ce qu'on aura reçu au final. La problématique, après on va en reparler sûrement, mais la problématique, elle est de la capacité industrielle. Bien sûr, ouais. Voilà. Mais Ok, donc toi, quand tu arrives, ça, c'est designé. Quelles sont les premières missions sur lesquelles tu dois bosser quand tu arrives sur le projet? alors, je vais avoir à rentrer dans le détail de tout ça, Ouais. puisque à rentrer dans le détail de tout ça, à imaginer, effectivement, à partir de ces prévisions de vente qui ont évolué, quasiment tous les mois, tous les 2 mois, elles évoluaient en fonction des retours du marché, Bien en sûr. fonction des capacités industrielles, là aussi, des informations des usines qu'on avait, et de savoir, mais ok, et chez qui on va mettre ce jeu Voilà. Chez qui on va vendre Disney Lorcana par rapport à ce qu'on veut en faire, c'est-à-dire un jeu qui dure dans le temps, un jeu qui s'inscrit, un jeu qui lui aussi fêtera son 25e, son 30e anniversaire un jour. Et un jeu qui est joué. J'espère. Hein? Et un jeu qui est joué. Oui. En fait, c'est un jeu qui dure. Ouais. Et ce qu'on a vite décidé, enfin, ce qu'on a vite mis sur la table, c'est de se dire, pour nous, pour que le jeu dure, il faut qu'il soit joué. Ouais. C'est la clé. Aujourd'hui, on ne peut pas partir du principe qu'un autre jeu peut faire comme Pokémon. Oui, parce que j'allais dire, j'ai l'impression qu'on le nomme pas, mais moi, quand on me dit c'est un jeu qui est pas joué mais qui fonctionne, c'est du Pokémon, on sait que tous les stocks, toutes les sorties sont out of stock très rapidement. On sait que, enfin, je dis un chiffre au hasard, mais pour moi, c'est 70-80% de spéculateurs derrière, de revente ou de. Je pense de que tu collectionneurs. sous-estimes le nombre d'enfants qui les mettent dans des classeurs, Ouais, et qui les sûrement. échangent à l'école et qui les Sûrement. jettent contre le mur, et la plus proche, elle a gagné, Mais qui ne joue pas. mais qui ne joue pas non plus. Voilà. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un marché qui est. C'est un produit qui est compliqué et qui est un peu pourri par la spéculation, qui a un peu baissé post-Covid. Il y a eu une montée très très forte au moment de Logan Paul et de tous ces délires. Ouais. Pour en reparler avec des boutiques qui est un peu retombé. Et aujourd'hui, il y a des gens qui achètent du Pokémon, c'est quand même majoritairement des enfants pour ouvrir des boosters, Ouais. quelques adultes pour y jouer parce qu'il y a une petite communauté, même si elle n'est il y a pas, des tournois, elle est il y a pas plein de énorme, trucs, quoi. et des gens qui se disent je vais ouvrir mon booster et dedans c'est un ticket à gratter, je vais avoir un Dracofeu qui va valoir $1 million. Les gens ont compris que c'était pas le cas Ouais, bien et sûr. donc ils se sont un peu calmés sur ça, mais effectivement ça a pourri le truc pendant un bout de temps. D'accord. Donc comment on fait pour créer un jeu qui fonctionne, enfin qui est joué et qui va fonctionner, quoi? Déjà, la base, c'est d'avoir confiance dans le jeu. Ouais. C'est la première chose. Jean-Baptiste parlait tout à l'heure de l'avoir essayé le jeu la première fois en 2020. Je pense que le jeu a beaucoup évolué depuis les premières versions qu'il a testées. Oui, c'est la base est toujours la même, l'idée est toujours la même, mais en fait c'est impressionnant le nombre de micro-ajustements qu'ils ont fait pour renforcer les dilemmes et tous ces petits moments où je me dis faut que je fasse ça plutôt que ça. Ouais. Et surtout la chose qu'on se rend pas forcément compte, c'est que au début on joue sur les decks de démarrage et que ça n'a rien à voir avec la dimension de jeu qu'on peut avoir quand on rajoute des traits rares, des légendaires, etc. ou même simplement des cartes qui sont inhabituelles mais qui ne sont pas dans les decks de démarrage et qui ont une utilité en combo avec l'une ou l'autre. Donc il y a le squelette qui est la mécanique de jeu qui existait déjà, et c'est vraiment la chair en fait du jeu, les cartes qui ont été ajustées et qui ont été harmonisées, qui ont été pensées pour se combiner entre elles, qui ont changé énormément de choses. C'est ça qui est fort que je trouve fort dans l'Orcana. C'est un peu le cas avec Magic, mais j'ai plus le recul nécessaire pour m'en rendre compte si c'est vrai ou pas. C'est que les starter decks de l'Orcana qui sont très basiques, sur lesquels il y a des super rares, une légendaire qui fait un peu le taf, suffisent pour déjà s'amuser, pour comprendre la mécanique, et qui suffisent, je veux dire, au grand public. Et je pense que c'est là la force de l'Orcana, entre guillemets, c'est en vrai le jeu, je pense que votre public et vous allez me confirmer ou pas, il y a 2 grandes cibles. Il y a les gamers qui vont être un peu le corps du truc et qui vont être là tous les 3 mois à acheter l'extension et essayer de faire un peu une vache à lait, pour le dire comme il est, c'est pas insultant quand je le dis. Je suis le premier à dépenser de l'argent. Et finalement, c'est toucher aussi tout le public qui
aiment Disney, mais qui pourraient jouer avec et potentiellement basculer un peu dans le core gamer de temps en temps. C'est ça à peu près ça? Oui, complètement. Aujourd'hui, il y a, on souhaite que se monte une communauté. Alors, c'est pas nous qui le déciderons, c'est évidemment les joueuses et joueurs, voilà, qui décideront si une communauté se construit. Pour l'instant, ça a l'air d'être le cas. En tout cas, c'est en train de monter. Mais on aimerait qu'il y ait cette communauté et on aimerait aider à la faire grossir. Donc, effectivement, c'est pour ça que et pour revenir à ta question tout à l'heure sur les actions qu'on a menées au début, c'était de dire où est-ce qu'on va le vendre. Et pour nous, c'était une évidence de dire on a envie de s'adresser aux joueurs, aux joueuses et joueurs. Donc, si on a envie de s'adresser aux joueuses et joueurs, d'un point de vue distribution, on va en boutique. C'est notre stratégie principale. Et d'un point de vue, communication, on s'adresse aux joueuses, aux joueurs. C'est vraiment la clé et c'est vraiment ce qui s'est passé là sur le 7.1. Hein. La très grande majorité des volumes ont été en boutique spécialisée. Et on n'a pas fait de communication à droite, à gauche, au grand public, parce que ce n'était pas l'objectif, d'autant plus avec des volumes très contraints, on y reviendra. Ouais. Mais c'était ça. Donc effectivement, dans l'ADN de l'Orcana, il y a un vrai jeu avec un univers fort qui est partagé par beaucoup, et notamment intergénérationnel. Oui. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. C'est de dire, on voit vraiment l'Orcana comme un lien entre différents profils de joueurs, c'est-à-dire débutants, casual, confirmés, et un lien entre générations. Des enfants jusqu'aux grands-parents, je ne sais pas si on en a encore beaucoup, mais en tout cas, les parents, les jeunes adultes, les adolescents, les enfants, etc. Un jeu qui, par sa licence, fait le lien entre des générations et des profils, et de par son gameplay, arrive à proposer à la fois de l'accessibilité aux débutants casual et une profondeur, comme le disait Jean-Baptiste, sur quand on creuse un peu le jeu, suffisamment de profondeur. Alors, pour que les gens s'amusent, à aucun moment on prétend être le prochain Flesh and Blood ou Magic. C'est pas du tout ça l'Orcana. Voilà, ça c'est certain. Mais par contre, on espère avoir mis suffisamment de profondeur pour que les joueurs vraiment habitués vraiment s'amusent. Et s'amusent avec des gens qui n'ont pas forcément le même profil qu'eux. Ouais. Donc voilà. La promesse en fait derrière ça, et ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir un jeu qui est universel et rassembleur. Ouais. À l'image en fait de Disney qui traverse les générations et tout type de public, on a essayé de designer l'Orcana là-dedans. Et à l'heure actuelle, je pense que le pari est du coup en phase d'être réussi là-dessus, parce que on a des retours qui sont assez ouf de ludicaires qui disent on a des gens qui sont jamais venus en boutique et du coup qui viennent en boutique pour du Lorcana, et du coup des parents qui jouent avec leurs enfants, des gens qui en fin de compte sont des hardcore gamers TCG et qui d'habitude jouent entre eux et puis qui jouent avec d'autres personnes mais qui prennent du plaisir. Alors que d'habitude, il faut avoir ton deck super. C'est pour ça que je disais, j'ai pas le recul nécessaire pour Magic sur les starter decks classiques que tu achètes à 10 balles, savoir si t'as cet amusement rapide pour dire ok, j'ai envie d'aller plus loin, ou c'était déjà assez trop complexe pour se dire ouf, c'est un peu lourd comme mécanique. Non, il y a des produits très 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 accessibles. Qui en plus, Magic a un truc qui est assez fort sur ça maintenant, mais c'est des produits qui sont gratuits en boutique de jeu. Ouais. Un peu la première dose est gratuite. et Magic, de par sa communauté qui est assez titanesque, a une transmission qui est plus aisée. Là, il y avait ce truc qui est... moi, quand j'ai commencé à Magic, c'est les grands qui jouent à Magic qui m'ont expliqué comment jouer à Magic. J'ai jamais lu les règles, là où l'Orcana avait quelque chose de différent. Mais juste pour rebondir sur ce que tu disais, moi, il y a un phénomène que j'avais pas vu venir, parce que forcément, on a beaucoup discuté de l'Orcana après les annonces. Il y a un truc dans le milieu, annoncer un jeu de cartes à collectionner, c'est un truc qui arrive pas souvent, ou du moins qui arrive ponctuellement, et à chaque fois ça se crache dans le mur, mais à une vitesse grand V. Et donc il y avait forcément beaucoup de... un truc, c'était assez exaltant. Moi, j'étais assez excité par l'idée de me dire, ok, il y a un truc qui arrive, c'est Disney, donc c'est canon d'avoir un truc Disney, ça met plein de trucs, même si c'est le deuxième jeu de cartes à collectionner Disney, le premier étant un truc qui n'a pas spécialement marché et qui n'est pas resté. Donc il y avait ce truc de, ok, ils y vont. On pourrait revenir dessus, mais le jeu n'était pas excellent. Et moi, il y a un truc qui m'a impressionné, et c'est sur la notion de cycle qu'on a retrouvé. Moi, ça m'a pas mal questionné sur Acropolis au moment où Acropolis, le milieu entier s'est un peu reconnu dans le pourquoi ça marche aussi fort alors qu'on l'a un peu déjà vu. Et il y avait un truc qui était intéressant à analyser, effectivement, quand on est dans le milieu depuis 15 ans, Acropolis, ça sonne pas comme une nouveauté incroyable,
mais c'est très bien fait. Et en fait, on a un nouveau cycle de joueurs et joueuses. Ouais. Et là, j'ai trouvé que Lorcana était arrivé avec toutes les armes que vous lui avez données, qui sont impressionnantes, je trouve, hein, mais aussi sur un timing assez parfait pour plein de joueurs et joueuses, notamment, moi, je l'ai vu sur Instagram, de gens qui n'ont pas joué à Magic parce que ça fait peur de prendre le train en route, Clairement. qu'on jouait un peu à Pokémon quand ils étaient gamins ou gamines, mais bon, maintenant ils sont passés à autre chose, ils s'en fichent un peu, et qui n'avaient jamais eu ce côté de ok, il y a un nouveau jeu de cartes, je me lance dedans, et là, c'est le meilleur timing, ok, je découvre un peu cet univers-là. Et moi, j'ai trouvé ça très beau de se dire c'est mignon ces gens qui ouvrent des boosters pour la première fois en fait, Ouais. qui découvrent cette joie d'avoir une légendaire ou un truc qui brille et d'être un peu excité par le truc. Là où, typiquement, je suis un peu un vieux briscard de Magic, je joue depuis 20 ans, il y a un truc de ouvrir un booster. Bon, en vrai, ça me fait toujours vibrer de ouf. Mais ça me fait moins vibrer de me dire, ouais, j'ai un booster, c'est un peu moins la nouveauté. Et sur cet aspect-là, Lorcana est pas spécialement disruptif, il y a plein de trucs qui sont un peu classiques, mais pour tous ces gens-là, en fait, c'était un truc qu'ils avaient jamais vu. Ouais. Et j'ai trouvé ça assez impressionnant en termes de timing et assez beau. En fait, il y avait un truc de se dire vous vivez un peu tout ce bonheur qu'on a eu tous et toutes à un moment, parce que c'est assez rare que les joueurs et les joueuses tombent pas dans un jeu de cartes à collectionner un jour dans leur vie. Mais là, vous le vivez maintenant avec un truc qui est bien fait. Trop bien, qui fait grave quoi. Il y avait un truc assez. C'était presque émouvant, j'ai trouvé, de voir tous ces posts Instagram. Mais ça fait vachement écho à une discussion de potes que j'ai moi qui sont pas des joueurs de Magic ou qui ont jamais voulu se lancer dedans, qui aiment beaucoup les jeux de cartes en général. J'ai un très bon ami à moi, Marco, si t'écoutes ça un jour, qui a acheté tout le set de Seigneur des Anneaux de Magic parce que très fan du Seigneur des Anneaux. Et Lorcana, il est plongé dedans. Et en fait, le seul truc qui le retenait de jouer à Magic, c'est de dire j'ai pas envie de prendre le train en main. Enfin, je sais pas par où commencer en fait. Il me disait je sais pas où commencer le jeu. Et quand il a vu Lorcana, il est tombé dedans en disant je veux le set. Et il joue maintenant. Il dit ok, là je suis au début, j'ai envie de m'y essayer, de toucher entre guillemets cette drogue et de dire ok, on va y aller quoi. Et c'est assez agréable effectivement de pouvoir discuter avec lui et d'avoir que lui ait cette nouveauté qui pose des questions de attends, les rares ça fonctionne comment, c'est quoi les trucs. Mais Trop c'est mignon. vraiment c'est ultra agréable en fait. Et il y a cet épiphénomène qui est où moi j'ai réussi à résister à Lorcana parce que je connais la drogue et donc j'essaie de l'esquiver, même si c'est vraiment de la très bonne drogue, consommez-la si jamais vous en avez envie, prenez celle-là plutôt que n'importe quelle autre. Mais il y a un truc de forcément, à un moment moi, dans mon esprit, je me suis dit, en fait il y a ce côté de what better time than now, Ouais. c'est le lancement, c'est le premier set, et moi j'ai pas vécu le début de Magic parce que je suis trop jeune. J'ai vécu le début de Pokémon, mais j'étais aussi trop jeune, donc j'ai donné mes cartes dans une brocante et je m'en veux maintenant pour toute ma vie. Mon Dieu, enfant qui a récupéré les cartes, je déteste a posteriori. Et c'est la Si ça première peut te fois. rassurer, j'ai un set complet du premier Pokémon. Dans l'état où elles sont, vu comme j'y jouais, Oui. ça ne vaut rien. C'est pas tant pour pour la valeur que j'aimerais bien les posséder pour Ouais, le dire c'est plus pour c'était le les plaisir. cartes de mon enfance, j'aurais dû les garder. Et là il y a un truc c'est la première fois, en tout cas moi de ma vie d'adulte, que je vois un jeu de cartes à collectionner d'envergure auquel je crois un peu plus que d'autres choses, parce qu'il y en a d'autres qui sont lancés, on a parlé de Flesh and Blood, moi ça m'a pas fait vibrer comme Lorcana m'a pu me dire j'ai un peu envie, et tu te dis je veux pas louper le train quoi. Ouais, clairement. Et ça c'est assez pareil, c'est assez impressionnant comme épiphénomène par rapport à la sortie d'un jeu. Du coup, pour revenir, tu parlais de problèmes pas d'usine, mais du coup de production. Qu'est-ce que ça représente? Parce que ça, c'est un truc sur lequel, moi, quand j'en discute avec des potes sur, ok, il n'y a pas assez de stock sur le chapitre 1, on l'a tous vu, on l'a tous vécu, pas de secret là-dessus. C'est je veux pas dire que je suis pro Ravensburger, j'essaie de me mettre à la place d'eux en disant je pense que ça doit être très dur à faire et demain réserver une usine pour produire des cartes, ça se fait pas en claquant des doigts. L'usine elle a un timing, elle a un calendrier aussi à respecter avec d'autres personnes que Ravensburger, j'imagine. Comment ça se profile à la base, c'est-à-dire il y a un an quand vous devez lancer le truc, et combien de temps avant en fait? Est-ce qu'il y a un an vous aviez déjà les cartes? Est-ce que c'était juste dire ok ça a commencé à print en février de cette année et on les a reçues en mars? Je dis n'importe quoi. Comment ça se produit en fait? Alors, la problématique, elle est à deux. Il y a deux vitesses. La première, c'est comme on le disait tout à l'heure, la dimension du marché. C'est ok, on va produire des cartes, mais on doit en produire combien? Combien de personnes ont envie d'acheter ce jeu? Ça pose beaucoup de questions, et comme le disait Théo tout à l'heure, il y a déjà eu un TCG dans l'univers Disney, Wizards of Mickey, qui est sorti en 2008 et qui n'a pas fonctionné.
Donc, on ne peut pas dire que parce qu'il y a Disney dessus, forcément ça va fonctionner. C'était pas du tout le cas. Donc on peut avoir toute la confiance du monde dans notre jeu. Malgré tout, il y a une réalité économique et industrielle qu'il faut prendre en compte à ce moment-là. Donc ça, c'est les premiers, c'est OK, c'est quoi le marché ? Et la deuxième, il est que d'un point de vue industriel, lancer un TCG avec une vraie ambition de durée, c'est un challenge, ça représente un certain nombre de challenges monstrueux. Et pour ça, il fallait qu'on soit bien accompagné. C'est pour ça qu'on a choisi de produire chez le leader mondial qui a une expérience incroyable dans la production des jeux de cartes à collectionner. Quand tu dis ça, tu parles d'une usine en tant que telle ou... Alors d'une société qui a plusieurs usines, mais qui produit pour les plus grands. Donc, il y a beaucoup d'expérience. On avait besoin de cette expérience pour pas se taper la tête dans le mur avec quelqu'un qui ne l'aurait pas. Mais le problème, c'est que elle produit d'autres cartes et des quantités monstrueuses de cartes. Et donc, ces lignes de production, elles sont pas extensibles à l'infini. Ces lignes de production, elles sont déjà réservées. On peut pas arriver, comme tu le disais, en claquant du doigt, en disant c'est bon, on produit des millions de cartes. Du jour au lendemain. Donc, il a été décidé, pour le bien de l'Orcana, de produire, de choisir un partenaire fort, mais avec des contraintes. Et l'autre contrainte qu'on a, au-delà de la contrainte industrielle, c'est la pâte à papier. C'est qu'aujourd'hui, depuis plusieurs années, la pâte à papier est une denrée plutôt rare. Il y a de plus en plus de pénurie, quoi. Voilà, c'est ça. On a, le monde change. Et là où on se dit, il y a moins en moins de papier qui est utilisé, on écrit moins, etc., en réalité, le papier est en train de tourner vers le carton de manière extrêmement forte. Et il y a donc une pénurie, en tout cas une tension sur les approvisionnements de pâte à papier mondiale depuis plusieurs années, qui fait que là aussi, on est obligé d'anticiper énormément les choses. Donc effectivement, les premières indications industrielles ont eu lieu 1 an avant le lancement du jeu. 1 an avant, il a fallu se caler sur des volumes C'est-à-dire que quand Laurent nous a rejoint tout fin 2022, les quantités étaient déjà fixées depuis juin. Les quantités de cartes, de savoir on va imprimer n'importe quoi 1 million de cartes, ok, ça on le sait. Mais et c'est aussi lancé en usine. C'est-à-dire que le rendez-vous est pris en usine, en agenda, en disant ok, ça va être print, n'importe quoi. Donc, et les slots sont déjà réservés, ouais, etc. Et en fait, les latences sont vraiment très, très courtes. Oui. En fait. Quand tu dis très courte, c'est-à-dire... c'est... Aujourd'hui, en décembre 2022, on a réservé notre truc et on peut plus le bouger et on sait que ça va arriver pour la sortie août 2023. Et en vrai, ce temps, il est déjà attendu en termes de délai, quoi. Mais du coup, question, parce que j'y pense maintenant, là vous avez, ça a été dit il y a quelques semaines, il va y avoir un reprint en Q1, en premier trimestre 2024 pour le chapitre 1. Ça, c'est un slot qui s'est décidé, débloqué, négocié, ça a été comment ? Alors, donc effectivement, les produits ont été... quand on a vu un petit peu ce qui commençait à se passer au moment du salon de Nuremberg, en début d'année, et puis du festival de Cannes. Ouais. À ce moment-là déjà, vous saviez que ça allait péter ? À ce moment-là, on avait des quantités qui étaient arrêtées. Ouais. On savait déjà qu'elles seraient trop justes par rapport à ce qu'on avait imaginé, hein, mais on a vu on a senti un engouement. D'accord. On a senti qu'il se passait quelque chose. Donc on a dit ça va être la catastrophe. Et ça, c'est transparent pour la majorité des gens puisque les produits sont arrivés day one pour le lancement. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, au moment de Cannes, on recevait à peu près la moitié des quantités qu'on a finalement reçues au mois d'août. Et donc là, déjà, les équipes en charge de la production sont allées se battre, sont allées négocier effectivement pour trouver des moyens d'augmenter la production de cartes. Et là se joue tout un mouvement global en fonction de toutes les marques, de tous les lieux de production, etc., qui font que s'il y en a un qui produit finalement un peu moins, un peu plus, etc., ça se joue à ce niveau-là. Ouais, voilà. Donc ils ont réussi à avoir des quantités beaucoup plus importantes. Donc on a eu un lancement qui reste très pénurique, mais qui est quand même un lancement avec beaucoup de volume. Ouais. Pour un nouveau jeu qui se lance comme ça de zéro. Il faut imaginer que les volumes auxquels on est habitué sur le jeu de société,
c'est rikiki, c'est Oui. rien du tout par rapport au nombre on est en train de parler sur un TCG. Et forcément, c'est Alors, quelque on parle de chose- quoi? Enfin, parce que c'est difficile de comparer une carte imprimée versus un jeu. Un jeu de base, c'est, on va dire en moyenne, n'importe quoi, 52 cartes, un plateau, truc comme ça. Donc, quand tu dis, il y a 100 000 j'ai n'importe quoi, 100 000 boîtes de Salt and Pepper qui sont imprimées, donc c'est un jeu de 52 cartes environ. Ouah. Vous en êtes à combien là? Là, on est à 100 000, mais un premier tirage, on est plutôt de l'ordre entre 5 et 15 000. Oui, d'accord. ouais, donc Oui, on c'est est- ça. Là où, en fait, un booster est pas un jeu, donc ça change déjà Oui, voilà. un peu la donne parce que toi, t'as pas acheté que un booster. Oui, bien sûr. Et fondamentalement, les quantités et l'attente font que c'est forcément infiniment plus. Oui, voilà. Donc on démultiplie fois 1000 en fait versus un jeu classique quoi. Je dis ça à peu près au hasard. Je pense que je suis pas très loin de la vérité quoi. Peut-être en dessous encore. D'accord. Vous voyez pas la tête de JB qui veut dire bien en dessous, les gars. Non, mais aujourd'hui, on sait pas où est le plafond en fait. C'est ça. Oui, c'est ça qui est incroyable en fait. D'un côté, c'est. Est-ce que Magic le sait en fait? Est-ce que Wizards of the Coast le sait quand ils impriment des trucs en disant Magic, il y a une histoire de mémoire, c'est sur la 6ème édition où ils ont trop produit. Ouais. Et il y a eu une petite explosion de bulles à ce moment-là. Je me souviens que c'était la folie. Il y avait des tournois qui s'appelaient j'ai plus le format, en Iron Man, où c'était des tournois en scellé où à chaque tour à chaque manche tu faisais un nouveau scellé. Et quand une carte était détruite, tu la détruisais. C'était une sorte de legacy n'importe avant. quoi. Et parce qu'en fait ils avaient trop de production, c'était débile, ils savaient pas quoi en faire. Mais maintenant Magic quand ils sortent une extension. Maintenant, ils sont sharp, c'est parti, et ils sont out of stock aussi. bien Mais sûr. tu vois, si Magic est out of stock, c'est qu'ils n'arrivent pas à suivre. Et c'est toujours cette même question. Et c'est la question, est-ce que c'est parce qu'ils ont une pénurie d'un côté et qu'au bout d'un moment ils ont besoin d'arrêter quelque chose, ou est-ce que s'ils entretiennent entre guillemets cette pénurie pour faciliter la. Si la logique est la c'est même pas que dans le jeu de question, société, c'est un peu un mythe qu'on a régulièrement et qui est faux. Pour le Ouais. coup, et je pense que vous allez pas me contredire, mais si vous aviez la possibilité de vendre plus de cartes de l'Orcana, vous seriez assez OK pour en vendre plus, dans l'absolu. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas si simple que ça. J'avais le retour de quelqu'un quand il y avait les premiers sets qui étaient sold out, le premier set qui était sold out, qui me disait ouais, mais en fait, vous aviez qu'à. Ça, j'en ai parlé avec des potes, ça, j'ai vous avez qu'à. J'ai dit ok, c'est très bien. Je fais toi, quand ton frigo il est vide, tu fais quoi? Tu retournes au supermarché et tu te dis c'est bête, j'ai fait un aller-retour, j'ai pas prévu le truc. Ok, mais d'abord t'as planifié ta semaine, tu t'es dit tiens, pour manger sur ma semaine il me fallait ci, il fallait ça, etc. Maintenant imaginons que tu savais pas combien t'avais de convives à ton repas. Comment tu faisais pour faire le truc? Tu vas pas arriver en plein milieu du repas, laisser tous les gens et puis dire attendez, je vais revenir au frigo. En fait, la difficulté, c'est d'estimer le niveau plancher et de pas justement en mettre trop sur le marché parce que c'est bon pour personne, ni le ludicaire, ni nous, etc. Et tout ça, c'est aussi de la trésorerie, un risque financier, c'est beaucoup de De la place, discussions. du stockage. Tout à fait. C'est-à-dire que maintenant, on a beaucoup d'intervenants qui sont pas dans le 7-1 et puis qui reviennent, ils disent j'en veux. Bien sûr. C'est des gens qu'on n'entendait pas, qu'on avait. Oui, ça on va y revenir, on a beaucoup à dire, mais du coup pour résumer ce que tu dis, c'est grosso modo, et ce que disait Théo, c'est aucune entreprise aujourd'hui ne veut être out of stock parce que ça veut dire que tu manques des ventes, et ça t'as pas envie de le faire, mais aucune entreprise ne veut avoir du stock restant que personne ne veut parce que c'est aussi de l'argent et de la place qui est prise. Sur la même chose, si là ils Donc, produisent, et je vais prendre des chiffres absurdes volontairement, mais 1000 boosters et qu'il en fallait 1500, c'est 500 ventes qui sont perdues, c'est nul. Mais s'ils produisent 1000 personnes et qu'ils en vendent 200, bien sûr. Il y en a 800 en stock qui ont été payés au moment de la Exactement. production, et donc forcément ça fait un manque à gagner. Imaginez les chiffres puissance vraiment beaucoup plus, c'est une prise de risque financière qui est importante. Et le manque à gagner, en plus, il n'est pas forcément supporté par nous, il va être supporté par les ludicaires qui nous ont fait confiance, qui ont pris du stock Bien sûr. et qui ne rejoueront peut-être pas le jeu sur le prochain set. Oui, en fait, t'as tout un enchaînement de dominos qui fait, est-ce que du coup, il faut produire plus, sachant que des gens vont pas avoir leur bookstore, vont peut-être sortir du circuit aussi et pas en acheter, parce que du coup, ils sont plus sûrs d'en avoir, donc c'est éventuellement des clients à long terme que tu n'auras pas. Il y a plein de petites équations à l'intérieur qui c'est pas facile. En fait, ouais. C'est chouette. Mais effectivement, la question par rapport à ta question initiale, on avait cet exercice de Cannes, il s'est reproduit là au mois d'août, quand il y a eu la Gen Con sur lequel il y a eu le tout premier lancement qui a été, on en a
déjà pas mal parlé du premier jour, du premier matin de la Ouais, Gen ouais, Con ça a avec été l'Orcana. dur. La Lorcana Con, comme ils l'ont appelé à ce moment-là. Et les lancements, et après les lancements du 18 août, tout de suite, il était ok, on veut appuyer sur le bouton, il faut trouver le bouton. Donc, c'est des négos avec toutes les usines pour arriver à produire plus. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans une situation où on n'a pas voulu produire sciemment. On n'a absolument pas sous-produit, on a produit tout ce qui était possible. Oui, Et on d'accord, aurait- ça fond à 110% de la possibilité, mais c'est pas assez. Et voilà, et aujourd'hui, oui, on aurait aimé produire plus, on ne pouvait pas. Et on fait tout pour produire plus le plus vite possible. D'accord. Donc ça demande effectivement beaucoup de travail pour les équipes qui sont en charge de ça, pour trouver de la pâte à papier, des créneaux, des usines, d'étendre notre capacité en termes industriels, etc. Sans baisser la qualité. Sans baisser la qualité. Et maintenant qu'on commence à voir, OK, il se passe quelque chose, et donc on peut s'appuyer sur, OK, on pense que si on produit plus, ça sera, effectivement, ça finira pas dans les stocks. Et avec cette dimension de, je rebondis sur ça, qui est inquiétante de, il y a la suite qui va arriver, on en parlera certainement, Oui. et la question se repose à chaque fois en fait. Et là où Magic a une pérennité parce qu'ils sont là depuis 30 ans, mais la deuxième extension, et la troisième, et la quatrième, tu sais toujours pas à quelle quantité tu dois faire. Est-ce que tu fais pareil, mais il y a les early adopters qui sont Oui, peut-être est-ce que partis. c'est comme une extension de jeu de plateau en disant je vais pas produire autant parce qu'il n'y a pas à vendre autant, ainsi de suite. Juste une question avant qu'on vienne Vas-y, à ça, vas-y, parce je t'en que c'est super intéressant. Tu t'as dit il faut des équipes pour aller chercher la pâte à papier, ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est pas l'usine qui fournit. Si, ça va c'est avec- bien. d'accord, Oui, ok. c'est l'usine. D'accord, ok. C'est un mais ça aurait ensemble. En pu, fait, hein, c'est ça aurait pu, hein. c'est un ensemble. Oui, c'est l'usine te dit j'ai un slot mais j'ai pas la matière. C'est ça. Donc il faut Donc attendre c'est 3 trouver mois, à la fois une usine qui a des slots sûr, et d'accord. de la matière. Ouais, difficile. 2 points, parce que là on en est au lancement, mais après on va partir sur le chapitre 2 et 3 et 4. 18 août, donc lancement, je vais mettre entre guillemets officiel, parce que c'est officiel, mais beaucoup avaient en tête le 1er septembre. Le 1er septembre, c'est le lancement officiel. Voilà. Et le 18 août, c'était une avant-première. D'accord. Moi j'aimerais juste revenir là-dessus, parce que j'ai eu beaucoup de débats avec des amis là-dessus, oui. Avant, j'ai juste une question, c'est un lancement monde à ce moment-là, on est d'accord? Alors, lancement monde vision américaine. Ouais. C'est-à-dire Amérique du Nord, Europe occidentale. Oui. Leur monde. Je veux dire, les différents marchés où le jeu était prévu de sortir se sont coordonnés pour avoir Oui, une sortie ça c'était simultanée voilà, pour tout à le fait. 18 août. Il y a eu ça, c'était vraiment quelque chose qui était une volonté forte de sortir donc en anglais, en allemand, en français simultanément le même jour, Ok. Gen Con à part, Ouais. donc dans 10 pays de mémoire. Ce qui est déjà les gens s'en rendent Une pas compte, mais déjà organisation une incroyable. organisation et une coordination qui est pas facile. Pas simple. Mais du coup, c'est fou parce que, encore une fois, j'ai l'impression de comprendre la problématique côté entreprise du truc, putain, les gars, faut trouver des solutions. En fait, on a des clients qui veulent le truc, on veut pas perdre ce moment de grâce de ça se vend, il faut absolument être sur le marché. Et comme je disais, moi j'ai eu beaucoup d'échanges avec des potes sur. Et tu le disais, vous avez des nouveaux partenaires, donc quand tu parles partenaire, je pense à des ludicaires, des magasins qui reviennent vers vous, qui veulent maintenant du Lorcana et qui n'avaient pas forcément des produits Ravensburger en stock. Et en fait, l'écho de base que moi j'ai eu, c'est à Ravensburger, ils sont pas cool. Moi, mon ludicaire, il a demandé des produits Lorcana et on lui a répondu, bah non, t'achètes pas du Ravensburger, donc on va pas te donner du Lorcana. Sous-entendu, il y a une forme d'élitisme sur ça, ou un choix politique de dire bah non, on veut pas, ceux qui ne travaillent pas avec nous travaillent pas avec nous. Et en fait, moi je le voyais, je répondais à la personne en disant attends, t'es en train de me dire que Ravensburger, donc il y a un stock limité de Lorcana, on le sait depuis un moment, choisit de mettre en avantage les partenaires fidèles qui travaillent avec eux depuis longtemps et de les avantager par rapport à d'autres qui viennent juste pour le côté opportunisme et qui livreront plus tard s'ils peuvent avoir du produit. C'est un peu l'idée, je dis pas de conneries. Alors, c'est qu'il y a plein de rumeurs sur la commercialisation. Je suis OK pour qu'on. Ouais. Si on peut résumer un peu Parlons- comment ça s'est passé, je suis hyper. Parlons-en. fait, Ouais. j'ai envie de dire. Parlons-en. Alors, jusqu'à présent, jusqu'à Lorcana, Ravensburger ne travaillait avec aucun ludicaire en direct. D'accord. Aucun. Oui, parce que vous étiez distribué en France par On Yellow. était distribué principalement par Yellow, un petit peu par Atalia et On l'est Pixie. toujours, on est le seul éditeur qui a une politique de multidistribution. D'accord. Voilà. Et effectivement, on est toujours partenaire avec Yellow pour distribuer le reste de notre gamme. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Lancer un jeu de cartes à collectionner, c'est quelque chose d'assez d'extrêmement lourd, mais
qui demande aussi le plus de contrôle possible. Bien sûr. Parce que la problématique, c'est qu'on n'est plus 30 ans en arrière, on n'est plus 25 ans en arrière, on n'est plus au début de Pokémon, on n'est plus au début de Magic. On a les réseaux sociaux, on a eu l'effet de la bulle 2021. Donc il y a toutes ces choses qui sont dans l'esprit des gens. On ne peut plus sortir comme par le passé. Aujourd'hui, le monde a changé. Donc, il nous a semblé vraiment important d'avoir le plus de contrôle possible sur ce qui allait se passer, parce que déjà, contrôle, c'est déjà un bien grand mot, mais si on devait passer par des distributeurs, on perdait vraiment trop on perdait vraiment trop de maîtrise du marché. Donc, il a été décidé de passer en direct pour l'Orcana. D'accord. Donc ça fait un moment que cette décision elle a été prise, et il faut imaginer que donc la France est un des pays au monde où le réseau, la densité de ludicaire est la plus forte. On a vraiment un marché qui est très mature de ce côté-là par rapport à la majorité des autres pays. Et c'était un point important, mais la problématique, c'est que ça voulait dire travailler en direct avec plus de 500 comptes, 500 boutiques, et on pourrait même aller bien au-delà, mais là je parle vraiment déjà que des boutiques de jeux de société et de jeux de cartes à collectionner, et donc les livrer en direct, les gérer en direct, avec tout ce que ça veut dire en termes d'administratif, etc., etc. Mais c'était vraiment important pour nous de le faire pour pouvoir vraiment leur parler. Et de pas forcément parler par la voix de quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas nous, qui n'est pas l'Orcana. Donc il a fallu faire un gros travail. Donc on a reçu un certain nombre de demandes d'ouverture de compte, un certain nombre de commandes tout le mois depuis l'annonce et depuis l'ouverture de la Cannes et tout le printemps. Et donc nous avons ouvert 100% des comptes avec des gens avec qui nous ne travaillions pas jusqu'à présent, puisque nous travaillons par des distributeurs. Ah oui, par logique. Oui. Donc il n'y avait pas de clients fidèles dans Ravensburger. Oui, de base, voilà, pas clair, hein. Exactement. Donc on a livré donc à peu près 400 boutiques pour le lancement du 18 août environ, avec qui nous ne travaillons pas en direct jusqu'à présent. En France. Oui, je parle juste en France. Et donc c'était vraiment une gageure en termes de logistique pour nous, parce que c'était nouveau. Donc il y a eu et on s'en est plutôt pas trop mal sorti, à peu de loupés près. Donc je hoche la tête parce que je suis impressionné. Les gars, vous lancez un JTC et en plus vous lancez un modèle de distrib. C'est ça, exactement. C'était l'opportunité de le faire avec tous les challenges, et on a un certain nombre de personnes qui ont vraiment travaillé extrêmement dur pour ça, et bravo à elles. C'était un travail de titre, franchement, c'était fou. Et donc non, il n'y a pas eu de clientélisme, il n'y a pas eu de choix. Donc nous, on a une stratégie de distribution qui est extrêmement claire. C'était les ludicaires, c'était un certain nombre de boutiques de jeux de cartes à collectionner qui ne font pas forcément du jeu de société. Et c'était vraiment notre priorité. Il y a quelques formats d'entreprises qu'on a dû mettre de côté parce que trop instable, trop dangereuse pour le bien de l'Orcana par rapport à ce qui a pu se passer sur d'autres jeux de cartes à collectionner. Pardon, je te coupe, quand tu dis instable, dangereuse, c'est typiquement les VPCs qui cassent très très fort les prix, c'est ça ? Alors c'était pas forcément à eux que je pensais, mais un format d'entreprise qui est top et super dynamique, mais qui pose beaucoup de soucis parce qu'il y a des abus, c'est les auto-entrepreneurs. Ouais, d'accord. Voilà. Qui sont très présents dans l'univers du TCG. Oui. Voilà, notamment sur Pokémon, bien entendu, et qui voulaient évidemment, pour des bonnes ou des moins bonnes raisons, être dans l'Orcana, et ça représentait pour nous, en termes de risque financier et de risque pour le jeu en lui-même, quelque chose de trop risqué. Donc on a choisi de rester sur des boutiques installées, que ce soit des pure players, un certain nombre de pure players, parce qu'il y en a beaucoup avec qui on ne travaille pas aujourd'hui, et les boutiques. Pour situer juste sur Magic, parce que je l'ai vécu sur Magic et c'est intéressant ce que tu décris, je sais pas si c'est facile de se projeter pour les gens. Nous, il y a eu un moment dans Magic où il y a eu une grande vague de personnes dont le hobby était de vendre des cartes, donc qui montaient des structures et qui cassaient les prix très très fort parce qu'il y avait une dimension de en fait, moi, si ma marge c'est 10 € sur une boîte de booster, en fait, je m'en fous, j'ai pas de local, j'ai pas de stock, j'ai pas de choses à faire, et donc ça a tiré les prix très très fort vers les bas.
vers le bas, notamment sur les boîtes de booster qui étaient un peu le display, le symbole un peu de Magic, qui se vendaient à un moment à des prix vraiment très très proches du prix coûtant. Ce qui fait que les boutiques de jeux n'arrivaient pas à suivre parce qu'elles avaient des frais fixes, une marge plus importante à faire. Et donc ça a créé un phénomène qui était vraiment très désagréable tu rentrais en boutique de jeux, tu dis je voulais acheter un display de Magic, et la réponse c'était je sais pas les prix exactement, mais pas de souci, c'est 125 €. Ah oui, mais le monsieur il les fait à 89 sur internet. Oui, moi je le paye 85 mon display, donc je vais pas faire 4 € de marge pour un moment où toi t'as fait un panier à 100 balles. Ouais, bien sûr. Et donc ça a créé effectivement un truc qui était une situation qui a été vraiment d'une crise assez forte, qui a fini par se solder parce que je pense que ces jeux-là bossent beaucoup moins avec des personnes en auto-entreprise aussi, pour les mêmes raisons en fait, parce que c'est à la fin c'est des comptes compliqués. Ouais, c'est des comptes compliqués. Et c'est dommage pour les bons. Oui. Qui payent pour les mauvais, mais, Ouais, bien sûr, mais on ouais. ne peut pas faire. Et qui jouent le jeu, et qui font des events, Ouais. et qui bien s'investissent sûr. dessus. Oui, parce et- que c'est le côté communautaire aussi qui est mis en avant, c'est tout le côté fort du TCG. En fait, du coup, parce que moi, sur mon discours, du coup, je vois que j'ai un peu faux, mais qu'est-ce qui fait que certains ludicaires, en fait, ne pouvaient pas ou ne rentraient pas en compte client chez vous? Alors, il n'y a pas eu beaucoup de refus. Ouais. Il y en a, on en a probablement eu pour des raisons soit de j'ai plus le mot, viabilité économique qui représentait donc un trop grand risque pour financier pour nous. Et il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on ait dit non à une boutique. Alors certainement pas parce qu'elle vendait pas du Ravensburger, puisque ça n'a jamais été un critère pour donner du Lorcana. Clairement pas. Mais il y a peut-être, je dis pas qu'il n'y a pas pu avoir quelques loupés, Oui, bien sûr, voilà, qui seraient tombés, qui seraient malheureux. On a ouvert très peu de comptes pour le 7-2 parce que toujours la problématique de disponibilité, voilà, mais on en a ouvert quelques-uns quand même. Et on continuera à le faire au fur et à mesure de l'amélioration de la disponibilité pour les prochains sets. Mais voilà, il n'y avait pas de... Il n'y a pas eu de critères qui ont fait que, au sein des ludicaires, en tout cas, je parle bien de choses comparables, hein, qu'au sein des ludicaires, il y en ait qui n'aient pas eu de Lorcana du tout alors qu'il en voulait. D'accord. Donc la seule frustration qui peut être liée à ce que tu évoques, Zef, c'est si je suis une boutique et je n'ai pas du tout participé au set 1 et que là je me dis je veux participer au set 2, il est possible que vous n'ayez pas eu de quantité pour ces boutiques-là. C'est ça Oui, par contre, malheureusement, c'est le cas. Ce qui fait sens, je trouve, en tout cas. Oui, là tout de suite, ouais. J'ai une question que j'aimerais répondre, c'est, vous avez me donné 2 semaines d'avance au ludicaire sur les ventes. Choix politique, économique, envie de mettre en avant, c'était dans, j'imagine, la politique de mettre en avant les ludicaires spécifiquement. Est-ce que ça va durer ? Alors, ça va durer. Ouais. On n'a pas, je ne sais pas si ça durera ad vitam aeternam, mais ça va durer sur 2024, ça c'est sûr. D'accord, ok. Et c'est effectivement un choix stratégique de dire on veut pousser les boutiques. Oui, bien sûr, ça pousse à la communauté, ça pousse à la motivation chez eux de faire des événements et du reste. On souhaite que le jeu soit joué et il n'y a pas de meilleur endroit pour vendre un jeu pour qu'il soit joué que les ludicaires. Bien sûr. Et du coup, pour la difficulté de production et du coup de distribution et de fournir les ludicaires, donc le set 2 va être aussi difficile. Alors oui, tout à fait. Le set 2 va être aussi difficile que le set 1. Parce qu'il a été produit quasi en même temps. Parce que effectivement, on était sur une dynamique industrielle identique à ce moment-là de l'histoire. Mais donc, on a annoncé le 1er septembre. Et là, on vient d'annoncer, il y a juste avant la New York Toy Fair, vendredi soir, que le set 1 et le set 2 connaîtront donc une réimpression au mois de janvier. Ah, trop bien. Ça se précise janvier. Ouais, ça se précise janvier. Trop bien. Pour améliorer la disponibilité, parce qu'on a envie que les gens qui ont envie de jouer au jeu puissent accéder au jeu. Hein. Clairement, D'accord. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont frustrés, on le comprend complètement, et on a envie que tout le monde puisse participer à la fête, quoi. Ok. Et achetez pas des cartes pour les rendre plus chères, là, vous êtes chiants, vous détestez. Arrêtez. Donc 7.3, 7.4, ce sera un peu amélioré, en tout cas pour le 7.3. Au fur et à mesure des sets, ça va s'améliorer. Le 7.3, on ne sera pas encore sur de l'open bar, mais ça sera déjà mieux. Et au fur et à mesure des sets, ça sera de mieux en mieux. D'accord. Ouais, ce qui est logique, vous allez affiner au fur et à mesure, comme ce qui est le cas dans le jeu de société, pour reprendre un peu ton analogie. Moi, pour avoir des jeux qui ont connu un certain succès un peu surprenant ces dernières années, typiquement sur Packet Chips, on a été en rupture très vite.
On a réimprimé, on a été en rupture très vite alors qu'on avait plus réimprimé. Et là maintenant, on est sur un rythme de croisière où le jeu est plus en rupture parce qu'on a pu stabiliser. Tu sais combien ça se vend et tu fais combien. C'est ça, on a une idée un peu précise. Ouais. On n'est pas à l'abri que d'un coup ça s'effondre, ce qui est évidemment je vous le souhaite pas, mais vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait une extension qui marche plus. Mais fondamentalement, d'extension en extension, vous allez avoir un meilleur aperçu de ce qu'est la demande et vous allez pouvoir avoir une offre qui correspond. Donc, C'est d'autant plus vrai sur l'Orcana où j'ai l'impression qu'on a élargi le marché. Oui. Je crois que ce n'est pas qu'une impression. Voilà. Oui. Dans le sens où du coup c'est vraiment devenu un jeu de couple que les gens jouent avec leur campagne, leurs compagnons, et on a une audience aussi qui est plus féminine ou du moins féminine friendly que d'autres TCG, et c'est ça aussi qui fait que je pense que ça va continuer à grandir et peut-être être un jeu passerelle même pour d'autres TCG, et ça, on verra comment ça évolue. On vous le souhaite, essayer d'ajuster au mieux. J'avais encore 1000 questions. Évidemment, c'est passionnant. C'est passionnant. Il y a des rendez-vous, donc on va arrêter là. Merci 1000 fois déjà d'avoir pris le micro, d'avoir pris le temps, d'avoir répondu à ces questions. Je pense que, vraiment, quand je dis j'avais 1000 questions, j'ai encore plein de trucs à demander, mais ça va. Merci JB. Merci de l'invitation, c'était super. Merci Laurent d'être venu. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Théo, on se retrouve très vite. Je ne sais pas trop quand, mais on enregistre. Moment. Maintenant, vous avez compris que le rythme de 63-88, c'est des fois, on a le temps et l'envie avec Zef. On a des gens cool et merci à tous les deux. J'en profite et merci pour votre transparence. Entre autres, vous nous avez dit des choses et c'est un peu ce qu'on a envie d'explorer avec 63-88, de parler de l'industrie. C'est pas toujours facile d'en parler, c'est pas toujours facile de discuter un peu du revers et de comment ça se passe et d'être aussi honnête, donc merci à vous deux pour ça. Mais la prochaine émission, c'est on sait pas trop quand quoi. On saura. Peut-être c'est ce soir parce qu'on est motivé, on a des gens, peut-être que c'est dans 3 mois, on sait pas trop. Ok. Merci à tous, prenez soin de vous et voilà, ciao. Des bisous. Fin de transmission.